Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, RDC, Afrique et pour finir, coopération Chine-Russie. Commençons tout de suite avec la RDC, la boxe des pharaons valorisée par le ministre des Sports. J'étais venu aujourd'hui répondre à l'invitation du chef spirituel et tous les Ngunza de la ville-province de Kinshasa parce que moi je suis averti. Je suis averti en sens que vous avez suivi le président de la République lui-même au palais du peuple dernièrement, un extrait que j'ai retenu, que le Congolais n'était pas n'importe quel peuple. Nous sommes le peuple de Fumugimbangu, nous sommes le peuple de Kimpa Vita, le peuple de Patrice Emery Lumumba, le peuple de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est un message. Et quand je vois une organisation qui se met à faire valoriser ce qui est de nos ancêtres, ce qui est de nos coutumes et us coutumes, je ne pouvais pas manquer à ces rendez-vous et venir répondre à cette invitation qui m'a été lancée. Et au-delà de ça, je suis venu découvrir d'autres disciplines, notamment la boxe des pharaons et la manière dont les jeunes gens ont chanté l'hymne national en langue, s'il vous plaît. Ça, c'est une interpellation. C'est dans le cadre de la grande campagne que j'ai initiée de civisme que nous sommes en train de faire pour le respect de l'hymne national. Et nous avons appris beaucoup. Nous avons pratiquement signé un engagement ou un protocole d'accord de s'accompagner mutuellement derrière le chef de l'État pour la révolution de mentalité, pour la révolution ou la rénovation de notre jeunesse et rendre espoir à la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. L'accoutrement rappelle effectivement les pharaons. Un semblant de jupe assorti d'un gilet pour la boxe des pharaons, rénové par un Congolais. J'étais fort intéressé par la civilisation de l'Égypte ancienne et parallèlement je pratiquais déjà les arts martiaux orientaux. Bon, je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas trouver un système de combat similaire à ce que je pratiquais déjà, mais dans la tradition de l'Égypte ancienne. Comparativement à la boxe anglaise, l'usage des membres inférieurs comme supérieurs est admis, d'où toutes ces précautions. Le premier combat est lancé, c'est celui des hommes. Le choc est souvent violent, ce qui nécessite l'intervention des soigneurs. Cette boxe répond à deux principes et ressemble un peu au kickboxing. Le kickboxing, oui, il y a des attaques pied-point, point-pied. À notre niveau aussi, il y a des attaques pied-point, point-pied. Mais sauf qu'il y a ce sont les principes qui nous différencient. Lorsque nous frappons le coup de pied niveau, il faudrait que la main soit au sol. Donc il y a un principe du pendule de torsion. C'est ce qui crée en fait cette différence. Si on le fait, c'est pour être en harmonie selon notre principe au niveau de la boxe des pharaons. La boxe des pharaons se fait sur une bâche. Cette matière plastique envoie facilement au tapis tout pratiquant non équilibré. Pour ce combat des filles, c'est une ancienne pratiquante du karaté qui a gagné parce qu'elle a su marquer de bons points. La différence est au niveau de combat. Là, on fait un combat continu. On n'arrête pas, on arrête. Si l'autre se sent vraiment en difficulté, c'est à ce moment qu'on arrête le combat. Par rapport au karaté, dès que tu marques un point, on arrête pour te donner la victoire et tu as aussi plein de temps de récupération. Ici, on perd plus de souffle parce que c'est un combat continu. On ne s'arrête pas quand on attaque. Au karaté, tu as tout le temps de gérer ton combat. Tu marques, tu peux conserver et tout. Mais ici, c'est un peu difficile. Cette discipline sportive en démonstration aux Jeux africains de Brazza a l'ambition de s'internationaliser d'ici à là. Notre objectif à long terme, c'est de devenir un sport olympique. Et pour devenir un sport olympique, il faut remplir certains critères, notamment être pratiqué dans au moins 3 pays, 3 continents. En plus du Congo, la boxe des pharaons se pratique aussi en RDC, en Angola, en Afrique du Sud, en France et en Italie. Voilà, Nzango, boxe des pharaons, les choix sont grands dans ces nouvelles disciplines qu'on découvre grâce à notre équipe sur place, donc dans ces Jeux africains. Comme on le dit tous les jours, la connaissance est un pouvoir et petit à petit, nous sommes en train de faire un retour aux sources, la boxe des pharaons. Est-ce que ce n'est pas de là-bas qu'est partie la boxe traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, considérée comme la boxe moderne? En tout cas, à chacun de faire ses recherches pour savoir
ce que l'Afrique a apporté comme contribution dans l'évolution du monde. Tout de suite, Afrique et déstabilisation. Et c'est une certitude que maintenant les Russes c'est la première puissance mondiale. Et tous les autres États du monde maintenant veulent acheter des armes russes. Récemment, ils ont signé des contrats énormes avec le Brésil, par exemple. C'était une des raisons pour lesquelles les ONG américains et les réseaux de déstabilisation américaine ont essayé de déstabiliser le Brésil en 2013. On avait Avaz, on avait tout ces... Donc, parce qu'il y a un rapprochement, bien évidemment, entre le renseignement brésilien et Moscou. Donc ça se passe un peu partout, parce que quand ils vendent des armes qui sont moins chères, qui sont de meilleure qualité, et même des États clients en Afrique, on a vu récemment Museveni d'Ouganda, qui était mis en place par les États-Unis pour servir les intérêts des États-Unis. Maintenant, c'est quelqu'un qui se rapproche beaucoup plus des Russes. Il a dit récemment, il a été décoré par l'État russe, il a dit récemment, bon là, il faut que les Russes interviennent plus en Afrique, c'est-à-dire pour contrecarrer l'Africom. Et lui, il est aussi en train de faire beaucoup de travail pour les Chinois en Somalie. C'est-à-dire, là, vous avez en Somalie le Chebab, et bon, avec des liens très très étroits avec le CIA et le Mossad. Et maintenant, tu as une armée ugandaise très forte, très puissante, qui voit que, en fait, finalement, la région de l'Afrique de l'Est ne va pas arriver à sortir de la misère si il ne signe pas de contrat avec les entreprises chinoises. C'est-à-dire que chaque fois quand on remplace un dictateur en Afrique, on n'arrive jamais en fait à affaiblir la Chine. Et même la Chine en Afrique sont en train de s'imposer beaucoup plus. On a vu récemment une base militaire à Djibouti. À Djibouti, oui. Donc je pense entre la Cameroun et en Cameroun aussi, parce que l'Afrique Média avait révélé il y a un an, je pense, que les forces spéciales françaises avaient été arrêtées en Cameroun, luttant à côté de Boko Haram. Mais il y a un avion français aussi qui s'est fait prendre. Et ils ont été répatriés, etc. Et maintenant, le gouvernement français met pression sur le gouvernement camerounais d'arrêter de censurer la chaîne Afrique Média, et aussi des sociétés civiles. C'est une autre chose quand on a parlé de quatrième guerre de génération, la guerre de quatrième génération, on a parlé de ces deux aspects, c'était la révolution colorée et le terreur. Mais en Afrique, on a maintenant des sociétés civiles partout, pratiquement dans chaque État. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris pendant le printemps arabe, c'est que tu peux avoir un dictateur qui sert les intérêts des Occidentaux, mais il faut toujours avoir les sociétés civiles aussi dans l'opposition qui peut être utilisé pour mettre pression sur ce dictateur quand il va en Chine ou en Russie signer des contrats. Ce qui est en train de se passer partout en Afrique. Et c'est vraiment c'est quelque chose... c'est un signe de désespération, je pense. Donc tu as de plus en plus des leaders africains qui se tournent vers la Chine. Je pense que c'est inévitable maintenant. Ces basculement, parce qu'on voit bien vers l'Orient. Parce qu'il y a une volonté d'amener, comme le disait tout à l'heure Thierry, cette volonté d'amener le chaos en Europe. Mais on voit qu'aussi, parallèlement, on amène le chaos en Afrique. Partout. Ils sont en train de mener une guerre contre la Burundi depuis le mois d'avril. Ouais. Et avec ses sociétés civiles et des groupes terroristes. Oui, parce que alors l'Est de l'Afrique est mis à feu et à sang depuis un certain nombre d'années maintenant. On voit maintenant déstabilisation de l'Afrique centrale avec le Centrafrique, le Tchad, et puis évidemment le cas de la Côte d'Ivoire aussi qui a été très très déstabilisé. Et le Nord Nigeria aussi complètement déstabilisé avec ce groupe aussi apparu qui semble être aussi lui aussi l'émanation
on va dire d'une force contrôlée par des services de renseignement, puisque voilà, comme tu le précisais, il y a eu des militaires français qui sont fait interpeller au Nord Cameroun. On a eu aussi un avion français qui s'est fait prendre un peu la main dans le sac avec une fausse immatriculation russe. Non, au Nigeria, c'était au Nigeria. C'était Nigeria. Mais voilà, il a dû faire un atterrissage d'urgence en fait. Et visiblement, il avait une fausse immatriculation russe. Et puis c'est toujours le russe, ça. Les pauvres Russes, même quand ils font rien, on veut leur mettre sur le dos. Et visiblement, c'était un avion qui livrait des armes à Boko Haram. Avec Boko Haram qui a été mis en place par les États-Unis, du reste, et pas à n'importe quel moment. Parce que jusqu'à présent, c'était essentiellement les sociétés occidentales, anglaises, British Petroleum et états-uniennes qui pompaient le pétrole du Niger. Et il y a eu un renversement de la situation lorsqu'une compagnie nationale chinoise a passé un accord avec l'État du Niger pour exploiter le pétrole du Niger. Mais contrairement aux transnationales capitalistes, les Chinois ont proposé, dans le cadre du partenariat, un prêt pratiquement à taux zéro pour moderniser tout le chemin de fer sur le Niger. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu Boko Haram, avec l'objectif, bien évidemment, d'essayer de contrer l'influence chinoise sur cette partie de l'Afrique. Oui, parce qu'en plus, Boko Haram, on le voit, on va dire, très concentré sur le nord du Nigeria, mais ça déborde sur le Cameroun, sur tous les voisins, finalement, qui sont tous en train d'être déstabilisés dans cette région. C'était le même objectif, c'est de déstabiliser. Et on retrouve encore partout les services états-uniens. Je veux dire, si on superpose une carte des conflits et une carte des bases états-uniennes, on trouvera toujours, dans chaque conflit, à l'origine ou un peu en amont, la présence des États-Unis, au travers d'associations, au travers de bases militaires, et qui, en termes d'activité, c'est-à-dire de structuration, d'organisation de mouvements, comme on disait, mouvements sociaux, d'essayer d'exploiter, de diviser les gens sur la base, les peuples, sur la base parce qu'il y a toujours un prétexte, de religion. Alors, Boko Haram, ce serait une espèce de conflit présenté entre chrétiens et musulmans. On nous présente toujours un peu, mais la religion chiite contre sunnite. Les religions, quelles qu'elles soient, ont toujours servi à la division des peuples. Et ça, les capitalistes le savent très bien. Exploiter la religion pour diviser les peuples. En plus, ça est rendu très possible. Alors ça, Thierry, toi, tu contrediras pas, j'imagine, par, on va dire, l'atomisation de la Libye. La Libye qui, aujourd'hui, comme aussi tu nous l'avais anticipé aussi depuis longtemps, tu parlais de somalisation. Oui. C'était le terme, je me rappelle, que tu avais employé en disant que tu voyais une somalisation de la Libye après évidemment la guerre qu'a menée l'OTAN. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, on est vraiment dans cette... Alors, il faut se rendre compte qu'actuellement, depuis que la Libye a été prétendument libérée de la Jamaïa arabe libyenne, eh bien, depuis ce moment-là, les 2/3 de la population ont fui le pays. Les 2/3. Voilà. Donc, je pense que ça parle de soi-même. Les gens préféraient avant plutôt qu'avec l'OTAN. Voilà. Et pour finir, coopération Chine-Russie. Au cours de leur rencontre mardi, le président Xi Jinping a loué le partenariat stratégique global sino-russe ainsi que les accomplissements fructueux de la coopération bilatérale entre les deux pays. Xi Jinping a rappelé que la Chine et la Russie se trouvent toutes deux à une étape critique du processus de réforme et de restructuration de leur économie et que dans ce contexte, les deux pays devraient s'unir pour faire avancer l'initiative chinoise de la ceinture économique de la route de la soie ainsi que l'union économique eurasienne initiée par la Russie. Dmitri Medvedev s'est dit d'accord avec le président Xi et a ajouté que la Russie était prête à approfondir sa coopération avec la Chine dans des domaines comme les infrastructures, l'énergie, la finance et le réseau informatique. La Russie souhaite également renforcer sa collaboration bilatérale dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai et de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.
Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.